Bonjour, aujourd'hui je vais regarder la vidéo la dernière vidéo de Fred du Bazar du Grenier qui se nomme Ces jeux qui m'ont marqué. Deuxième épisode parce qu'il avait réalisé une autre vidéo, je sais plus c'était sur quel jeu, je crois qu'il avait parlé de Zelda Link's Awakening sur Game Boy. Et là il nous parle de Suikoden qui est... là c'est écrit sur le sous-titre, il dit que c'est son jeu préféré. Pour moi Suikoden c'est aussi, ce n'est pas mon jeu préféré mais c'est c'est l'un de mes JRPG favoris. Donc je suis pressé de regarder cette vidéo. C'est sorti le 3 avril, c'était dans ma liste d'attente et du coup je vais le voir. Je suis très curieux de savoir ce qu'il pense de ce jeu parce que moi j'adore Suikoden. Donc on y va. Salut. Je pense pouvoir dire maintenant que je suis relativement un amateur de jeux RPG. Je vous avais déjà parlé de Zelda Link's Awakening dans la dernière vidéo, cependant je crois ne jamais avoir évoqué quel était mon jeu préféré, à part dans un obscur bonus DVD, mais bon, je me suis dit que ça fera un épisode sympa puisque personne ne reprend les bonus des DVD pour les uploader sur YouTube, n'est-ce pas ? C'est toujours difficile de répondre à la question « c'est quoi ton jeu préféré ?» Il y a tellement de variables qui entrent en compte, l'époque, le style de jeu, la profondeur du jeu, etc. Ou simplement le style de gameplay qu'on recherche. Par exemple, pour moi, j'imagine difficilement une réponse du type « ah ben mon jeu préféré c'est FIFA 17 ou Call of Duty 6 » parce que je trouve personnellement que ces jeux sont un petit peu redondants. Mais pour certaines personnes, ça doit être le cas et je l'accepte parfaitement. Il suffit d'avoir eu ce jeu au bon moment et d'en avoir pris plein les yeux pour suffire à en faire ton jeu préféré. Mais moi, j'attache une importance toute particulière à l'histoire. L'histoire, c'est toujours quelque chose que j'ai recherché dans un jeu vidéo, que le jeu m'emmène ailleurs, dans un autre monde, que j'oublie qu'il s'agit d'un jeu vidéo. C'est pour ça que, personnellement, j'ai toujours placé l'histoire au-dessus du gameplay. Pour moi, le gameplay est là pour servir l'histoire et non pas l'inverse. C'est aussi pour cette même raison que je vais largement préférer un bon jeu en couloir qui va maîtriser le rythme de sa narration à un open world où le joueur crée son propre rythme au risque de créer l'ennui. Il est donc pas étonnant que mon jeu préféré soit un RPG, je veux dire quel meilleur type de jeu pour raconter une bonne histoire. Et c'est donc par pur hasard qu'un jour je rentre dans un Stargame avec un petit peu d'argent à dépenser et que j'achète un jeu qui est alors en réduction. Cette boîte, je l'ai encore aujourd'hui, plus de 25 ans après, et je vais donc vous parler d'un jeu qui m'a marqué. Ah là là, Suikoden aussi m'a beaucoup marqué. Les RPG, ça m'est venu très tard. Alors ce jeu est un jeu PlayStation, vous le voyez bien, mais j'ai bien évidemment joué à quelques RPG avant. Je me souviens de Legend of Thor sur Mega Drive, j'avais aussi vaguement joué à Zelda sur NES, ou surtout plutôt à Soleil d'ailleurs, son équivalent chez Sega, que j'avais plutôt aimé. J'ai également de vagues souvenirs d'avoir essayé Secret of Evermore chez un ami. Mais tout ça, ce sont des actions RPG, c'est-à-dire avec du combat en temps réel. Et ce qu'on appelle les JRPG, c'est-à-dire avec ce système de combat au tour par tour, eh bien je ne connaissais pas. Ça a donc été la première grosse surprise quand j'ai acheté ce jeu. La deuxième, c'était que le jeu était intégralement en anglais. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais en 6e ou 5e, je crois, donc vraiment au début du collège, et je me souviens aussi que j'étais vraiment pas bon en anglais. Donc j'ai dû me taper tout le jeu avec un dictionnaire à côté pour comprendre ce qui a été écrit, et grâce à ça, ma moyenne en anglais est passée de genre 8 à plus de 15. Comme quoi, parents, n'hésitez pas des fois à filer un jeu avec plein de texte en anglais à votre gosse, il se débrouillera. Enfin non, il vous détestera en vrai. Enfin, qu'est-ce que je raconte ? De toute façon, il va se faire rembourser sur Steam, tous les jeux ils sont à 10 centimes, mais non. Suikoden est inspiré d'un roman chinois du XIVe siècle qui raconte l'histoire de 108 personnages, bandits, soldats, forgerons, nobles, tous issus d'origines et de classes sociales très différentes, qui décident de se rebeller contre la corruption du pouvoir en place. Ces derniers finiront par s'unir autour d'un meneur qui regroupera une armée dans une forteresse imprenable. Et le jeu vidéo donc reprend les points essentiels de cette légende et tout ça marche vraiment extrêmement bien. Donc après une scène d'intro magnifique et dont évidemment vous ne verrez jamais rien d'aussi beau dans le jeu, on commence en incarnant le personnage de Tyr Magdol, fils d'un noble général de la capitale nommé Théo Magdol. On reçoit alors notre première assignation pour le compte de l'Empire, mais lors de la première mission, alors qu'un gros monstre nous barre le passage, Ted, notre ami d'enfance, utilise une mystérieuse et puissante magie, la rune mangeuse d'âme.
Oui, bah alors c'est sûr que Soul Eater, ça sonne mieux en anglais. Hein. On accomplit donc la mission malgré tout ça, mais au lieu d'une récompense, Windy, l'épouse de l'empereur, blesse mortellement notre ami d'enfance, Ted, en tentant de s'emparer de sa rune. Dans son agonie, Ted transmet la rune à notre personnage, lui faisant promettre de ne pas la laisser tomber entre de mauvaises mains. Et nous voilà donc en fuite pour échapper à l'Empire. Le destin nous fera rapidement croiser les rebelles, dirigés par Odessa Silverberg, qui nous mèneront de fil en aiguille sur le chemin de la Révolution. Et oui, ça vous rappelle quelque chose, hein, tous ces noms, Théo, Odessa, Silverberg. Et bien c'est parce qu'en fait ce jeu m'a tellement marqué qu'en réalité tous les pseudos que j'utilise depuis cette époque dans les jeux, ou dont je me sers notamment dans la saison 4 d'Aventure, sont tous tirés de Suikoden. Parmi les choses marquantes du jeu, on va aller d'histoire en histoire, d'intrigue en intrigue, jusqu'à assez vite arriver à un château abandonné qui, une fois nettoyé de ses ennemis, nous servira de base fixe pour recruter notre armée, exactement comme dans le roman. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va réellement pouvoir partir à la recherche des 108 étoiles de la destinée. Certains des personnages rencontrés dans les quêtes de l'histoire principale de l'aventure vont se recruter naturellement, tandis que de nombreux autres ne viendront que sous certaines conditions. Par exemple, le personnage X ou Y ne se laissera recruter que si vous allez lui parler avec un autre personnage précis dans votre groupe. Donc au final, le recrutement n'est pas indispensable pour progresser dans le jeu, c'est juste que c'est super satisfaisant en fait. Parce qu'en réalité, un autre élément que j'ai infiniment aimé dans ce jeu, c'est la notion de base. Votre château va évoluer en fonction des gens que vous recrutez, et les étages qui étaient vides vont se remplir. Recrutez un cuisinier, paf, vous aurez des cuisines. Recrutez un type qui bosse dans les bains, et vous aurez accès aux bains, et donc à de nouvelles scènes et des nouveaux dialogues. Même la musique va évoluer, on va passer de ça quand vous commencez... à ça quand votre château va se remplir. Alors, à quoi sert de recruter tous ces gens à part pour l'aspect cosmétique, me direz-vous ? Eh bien déjà parce que chacun de ces 108 personnages est jouable. Chaque personnage viendra avec son style de combat et la combinaison de plusieurs personnages spécifiques permettra de faire des combos. Si vous avez les 3 elfes par exemple, Kirkis, Sylvana et Stallion dans votre groupe de 6, ceux-ci auront un combo juste à eux. Et tous ces personnages servent aussi à autre chose, c'est la deuxième chose que j'avais adoré, qui est bien spécifique au Suikoden, c'est que ça n'est pas que des RPG, c'est aussi des jeux de stratégie. La marque de fabrique des Suikoden, c'est que le jeu comporte ce qu'on appelle des grandes batailles. À ce moment-là, le gameplay change. Alors la suite, ça dépend selon les jeux. Dans Suikoden 2, on avait plutôt une espèce de jeu tactique. Dans Suikoden 1, on est sur un système de pierre-feuille-ciseaux. Vous avez en gros l'épée, la magie et les arcs, et vous allez devoir deviner quel sera le prochain move de l'ennemi pour utiliser la meilleure contre-attaque, genre arc contre magie, magie contre guerrier, etc. Chaque type d'attaque sera dirigé par les personnages que vous aurez recrutés et sera plus ou moins puissante en fonction que vous ayez recruté 1, 2 ou 3 membres du combo correspondant à l'attaque. Alors c'est con, mais cette petite variation de gameplay est réellement vécue comme une récompense et surtout comme un événement qui est important. Les grandes batailles venant en général clôturer un chapitre, le royaume est divisé en plusieurs régions et la bataille permet de prendre le contrôle de la région. Le sentiment d'avancer dans l'histoire est peut-être un des éléments les plus importants du jeu. Au début, votre armée est repliée dans son château, mais au fur et à mesure que l'histoire avance, les batailles arrivent et notre faction, l'armée de libération, grignote des territoires petit à petit à l'armée impériale. Le jeu sera aussi ponctué par des duels qui sont vraiment plutôt durs, où vous allez également, selon un système de pierre-feuille-ciseaux, devoir deviner le move de l'adversaire en fonction de ses lignes de dialogue. Bref, vous l'avez compris, le jeu est vraiment généreux, mais je n'ai pas parlé du plus important, c'est l'histoire. Je pense que l'histoire des Suikoden m'a vraiment marqué parce qu'elle est à la fois très simple et en même temps riche en rebondissements. Il y a un empire, on en fait partie, mais on se rend compte que les dirigeants sont des connards et donc on lance une révolution pour renverser l'empereur. Voilà, c'est tout. C'est une révolte. C'est ça l'histoire. Alors évidemment, tout cela sera agrémenté de sous-intrigues, mais on ne perd jamais de vue l'intrigue principale. Et ça a l'air con, mais combien de jeux ou de films se sont perdus en cours de route à vouloir rajouter des enjeux et des dangers toujours plus grands et faramineux pour finalement tomber dans le nanar grotesque. Suikoden, c'est une aventure à échelle humaine. Voilà, la Terre n'est pas en danger, l'univers ne va pas exploser, c'est juste une lutte de pouvoir et un peuple qui se révolte, c'est tout. Et mon Dieu que cette simplicité est agréable, d'autant que, et c'était la première fois que je voyais ça dans un jeu vidéo, les méchants, ils sont pas vraiment méchants en fait.
On est amené à croiser des généraux et autres leaders ennemis plusieurs fois dans le jeu, et on s'aperçoit vite que... en fait, c'est pas des démons assoiffés de sang avec des dents qui rayent le parquet, hein. Ils ont une famille, ils ont des amis, et eux aussi se battent pour ce qu'ils pensent être juste. Waouh! Mais où est mon monde en noir et blanc? Ah ouais, mais c'est aussi pour ces raisons-là que j'adore Suikoden. D'ailleurs, une des scènes qui m'a le plus marqué, en fait, c'est vers la toute fin du jeu, alors que notre armée triomphante arrive dans la capitale, hein, capitale qu'on avait déjà vue au tout début du jeu parce que c'est là qu'on commence le jeu. Bref, donc, alors qu'on arrive pour finir de renverser l'empereur et mettre fin à la guerre, on redécouvre finalement la capitale qui est dans un état de délabrement total à cause du siège de nos troupes. Les habitants ont fui, l'eau s'est asséchée, on est bien loin de l'ambiance vivante et joyeuse du début avec les enfants qui jouaient partout. Et ouais, hein, on a beau être techniquement les gentils dans le jeu, il y a quand même des gens qui souffrent à cause de nous. La guerre, c'est pas cool. Ça fait réfléchir. Et je ne vais pas vous spoiler la fin parce que j'ai vraiment envie que vous le découvriez par vous-même, mais là aussi c'est pareil. On est très très loin de la fin en noir et blanc et on se surprend même à avoir de l'empathie pour celui qui est censé être le grand méchant. Et je rappelle que j'étais au collège quand je jouais à ça, et on pense trop souvent à tort maintenant que les enfants sont incapables de réflexion et qu'il faut leur offrir des histoires simples et sans profondeur, mais c'est entièrement faux. Un gosse peut parfaitement saisir les nuances d'une histoire, même inconsciemment. Mais pour ça, il faudrait peut-être essayer déjà de leur donner ces histoires et pas partir du principe qu'ils sont tous stupides. Suikoden est l'exemple parfait de ça, un gameplay diversifié, des mini-jeux, des graphismes certes qui font Super NES, mais qui honnêtement, de par leur charme, ont je trouve assez peu vieilli, surtout quand on compare au début de la 3D de l'époque de la PlayStation, et surtout une histoire qui ne se perd jamais dans une intrigue trop farfelue, et qui en plus nous offre le luxe d'avoir une vraie réflexion sur la guerre et ses conséquences. D'ailleurs, sachez que les flammes de la révolution qu'on aura attisées dans ce premier jeu vont ensuite s'étendre aux royaumes voisins qu'on découvrira dans Suikoden 2 et 3, qui du coup sont vraiment des jeux conséquences du premier, et dans lequel on retrouvera d'ailleurs certains des personnages du premier jeu. Bref voilà, c'est donc pour toutes ces différentes raisons, mais également pour les suites, que ce jeu m'a marqué. Je le suis totalement. Je le suis totalement à 100%. J'ai particulièrement adoré aussi Suikoden. Je l'ai découvert en 2003-2004, je crois. Alors, le jeu ne m'appartenait pas, il appartenait à un jeune qui était dans ma famille d'accueil. Et au départ, c'était son jeu, je le regardais en train de jouer, puis ensuite, quand il avait fini sa partie, quand il avait fini le jeu, j'ai pu reprendre par la suite. Il m'a permis j'ai eu la carte mémoire. Elle était très sympa. Il m'a filé une carte mémoire parce qu'à l'époque de la PS1, même jusqu'à la PS2, à l'époque c'était l'époque des cartes mémoire. Il fallait pas les perdre si on avait une partie en cours. Et ouais, ce jeu c'était vraiment. Vous savez, ce que d'habitude tu dis un jeu vidéo sur PlayStation qui n'est pas vraiment en 3D, tu dis bon, c'est bizarre et tout, mais plus tu continues dans le jeu, plus tu t'es charmé par le style musical, t'es charmé par finalement le graphisme est très... Il y a un côté manga, parce que déjà moi à l'époque, j'aimais ça. Je lisais des mangas, je regardais des animés déjà à cette époque-là. Donc le côté manga aussi m'avait beaucoup attiré. Et ouais, c'était putain d'épique. Aujourd'hui, quand tu regardes Suikoden, tu te dis, mais en fait, c'est vraiment une sorte de Game of Thrones en jeu vidéo. C'est du A Song of Ice and Fire, avec le côté, comment dire, l'intrigue politique et tout ça, puis les combats, les batailles. Comme il le dit justement, il n'y a pas un antagoniste très ultra manichéen comme on peut trouver, comme on peut en voir dans beaucoup de RPG et dans les JRPG. Par exemple dans Dragon Quest par exemple, je suis pas j'aime beaucoup Dragon Quest, hein. Mais par exemple dans Dragon Quest là on est vraiment dans le côté très manichéen avec le roi démon et compagnie. Enfin c'est très ultra manichéen. Pareil dans beaucoup de Final Fantasy, on va pas se mentir. Alors que dans Suikoden, justement, on apporte de la nuance et ouais, c'est vraiment un excellent jeu. C'est vraiment
Et d'ailleurs, il m'a vraiment donné envie d'y rejouer, parce que la dernière fois que j'y ai joué... Alors c'est con parce que je devais y jouer l'année dernière pendant le premier confinement, mais justement j'ai préféré, j'ai dû faire un choix et je me suis tapé le Dragon Quest, justement Dragon Quest, l'Odyssée du roi maudit sur PS2. Je vous conseille aussi de mon côté de regarder, de jouer pardon, à Suikoden en émulation si vous ne trouvez pas le jeu en occasion. Euh, N'hésitez pas, hein, parce que en ce moment-là, vous avez Sony qui est en train de se débarrasser de tous les vieux trucs de la PS3, tous les jeux tous les jeux conservés dans le cloud de la PS3, paf, tout supprimé. Enfin, et de la PS4, il me semble aussi, je sais plus. Enfin bref, en ce moment les gens qui travaillent dans les hautes sphères les gros patrons des jeux des jeux vidéo et tout ça, ils respectent vraiment, mais alors vraiment pas du tout les joueurs. On nous voit comme des purs consommateurs, donc ne culpabilisez pas si vous si vous téléchargez des jeux plus ou moins légalement, si vous faites de l'émulation, pardon. Voilà. Donc je termine cette vidéo en disant euh, bah, en- non, j'ai dit ce que je voulais dire. Je vais regarder d'autres vidéos parce que j'ai que ça à foutre. J'ai pas d'amis, j'ai perdu mon boulot à cause du Covid. Bonne journée.